c'était une question importante. C'est-à-dire, est-ce qu'on garde les voix d'origine et on essaie d'être cohérent avec ça, ou est-ce qu'on les change? En fait, on a testé, on a posé ces voix sur des personnages en 3D qu'on avait créés au tout début, on a fait des tests et il s'est avéré qu'on avait plusieurs problèmes. Euh, le premier, c'était que il y a beaucoup de voix similaires. John faisait toutes les voix dans la série audio, et pour des gens qui ne connaissaient pas du tout, il y a des voix qui se ressemblaient trop, il y avait des problèmes d'identification. Deuxièmement, les voix de la série audio sont pitchées. Il y a un filtre qui est appliqué pour déformer les voix et puis leur donner un côté un peu marrant, qui est une identité vraiment de la série qu'on a gardée pour la série d'animation, mais qui, dans la série audio, est parfois poussée très loin, notamment pour les personnages féminins. Et du coup, ça déformait de manière un peu synthétique la voix. Alors, quand c'est dans l'audio, ça marche voilà, ça marche dans l'enchaînement des voix, c'est plutôt rigolo, mais quand on l'associe à un personnage voilà, incarné, quoi, un personnage animé, ça fait très bizarre. La dernière chose, c'est la disponibilité de John. C'est-à-dire, pour lui, faire toutes les voix, comme il faisait sur la série audio, sur la série d'animation, ça lui demandait des heures d'enregistrement. C'était ingérable, sachant qu'il a d'autres activités. Donc, à partir de là, on a décidé déjà de garder quelques voix de John, les plus emblématiques de la série audio, mais qui soient assez différentes. C'est pour ça qu'on a choisi d'abord le nain, parce que ça paraissait incontournable. Ensuite, le barbare, parce qu'il marche très très bien dans la série audio, et en plus il est très différent du nain. Puis l'ogre, qui est aussi très différent. À partir de là, comme on a fait le choix des voix, tout simplement on a essayé de coller au plus près de la caractérisation des personnages. Par exemple, pour l'elfe, on a cherché une voix qui soit comme ça, assez chantante, assez naïve, peut toujours émerveiller. Voilà, une voix qui colle bien au caractère, même si forcément on était un peu différent de la série audio, parce que c'est John qui la faisait avec un pitch très fort. On a gardé un pitch moins fort, mais au moins on a une voix vraiment féminine, quoi, et qui fonctionne avec le design. Mais parfois, pour certaines voix, on a fait des choix un peu plus éloignés de la série d'origine. Par exemple, pour le voleur, qui est la voix qui change le plus, il se trouve qu'à l'écriture, on a poussé un peu la caractéristique principale du voleur, qui est sa discrétion. Par essence, dans le jeu de rôle, le voleur est discret, il marche silencieusement, il se cache dans l'ombre. Et donc, en poussant le concept, on avait un personnage que personne n'écoute, que personne ne fait attention à lui, même dans son groupe. Et pour être cohérent avec ça, il fallait que la voix du voleur soit petite, fluette, timide. Et ça renforçait cet aspect-là, qui était un ressort comique assez fort dans la série d'animation. C'est pas un piège. C'est horrible! Je veux pas finir dans un piège! C'est pas un piège. Plutôt mourir que de crever dans un piège à côté d'une elfe. Non, mais c'est pas un piège. Nos 3 comédiens ont participé à la série d'animation, en plus de John. C'est des comédiens professionnels qui ont l'habitude de travailler dans l'animation et qui, je trouve, ont apporté aussi artistiquement des choses vraiment intéressantes. Et ça aurait été dommage de s'en priver. Donc Diane Dassini pour les voix féminines, l'elfe, la magicienne, Antoine Chomsky pour le ranger, Evax et les personnages secondaires, et Martial Leminou qui vient faire Zangdar, le voleur, et un certain nombre de monstres et de personnages assez balèzes. Passer le petit changement dans les habitudes de la série audio, forcément on peut être un peu déstabilisé au départ, mais je pense qu'ils ont apporté énormément à la qualité du résultat final et à la richesse de la série d'animation. En fait. Pour créer les personnages en 3D, malheureusement, on n'a pas pu utiliser les designs de la bande dessinée telle quelle. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop d'éléments compliqués pour l'animation 3D. Comme je disais précédemment, les cheveux longs, les capes, les épées qui pendouillent, tout ça, les robes longues, c'est très complexe, c'est très lourd à gérer. Ça demande beaucoup de temps d'animation. À la base, donc, on m'a contacté parce qu'on changeait de média, c'est-à-dire on fait un dessin animé. Et donc, peu importe 2D, 3D, de toute façon, ça change la donne. Pour ce qui est de l'adaptation des designs de la BD, la difficulté, ça a été de les rendre animables. Je prends un exemple idiot, on prend l'ogre. Quand on regarde les dessins de Marion Poinceau, c'est un ventre posé sur des énormes pieds. Là, il a fallu adapter, c'est-à-dire essayer d'agrandir les pieds pour pouvoir justement faire une démarche plus facile pour les animateurs. Donc ce qu'on a décidé de faire, en fait, c'est de vraiment se référer à la caractérisation des personnages. Par exemple, la problématique des cheveux.
Les cheveux, en 3D, c'est très compliqué, c'est compliqué à animer. Les cheveux longs, c'est chiant. L'elfe, par exemple, est un personnage pour qui les cheveux sont très importants. Dans la série d'origine, c'est vraiment une partie de sa caractérisation. C'est essentiel. Donc là, on a décidé de garder les cheveux longs en les attachant de manière à ce que ce soit un petit peu près gérable. Mais par contre, pour la magicienne, qui est un personnage beaucoup plus cérébral, beaucoup plus intello, avoir les cheveux longs n'avait pas vraiment d'incidence en caractérisation. Donc, on a proposé une coupe de cheveux plus courte pour nous faciliter la tâche dans toutes les étapes d'après. Donc moi, dans ma démarche, je suis reparti donc, des dessins de Marion Poinceau et j'ai essayé de dégager les caractères principaux des personnages, mais aussi en fonction des voix. Donc j'ai réécouté toutes les voix de John Lang, et je les ai vraiment écoutées en boucle pendant 2 ou 3 mois, en boucle, sans arrêt, pour bien m'imprégner des personnages et surtout définir leur caractère et définir comment moi je les vois aussi. Et à partir de là, j'ai fait un espèce de medley, c'est-à-dire que je pars donc des dessins de Marion, et ensuite je repars moi d'un travail de création. Pour certains personnages, il y a des choix qui ont été faits, qui sont des choix, des propositions artistiques, qui sont un peu différentes de la bande dessinée, mais qui nous paraissaient judicieux, toujours par rapport à la caractérisation du personnage. Par exemple, le nain et le barbare, qui sont des personnages très bornés et qui ont une vision limitée de l'aventure. C'est-à-dire, il y en a un, ça se réduit à je cherche de l'or, et l'autre, je tape des ennemis et j'ai des grosses épées. Je me suis dit, on va retranscrire ça dans le personnage aussi. Ce qu'avait fait déjà Marion Poinceau avec le nain, où elle lui a caché les yeux, elle lui a mis carrément le casque devant les yeux, avec des cheveux devant les yeux. Je l'ai repris aussi chez le barbare, histoire qu'il ait vraiment une tête de brute épaisse, sans vision. Et on s'est dit que ça renforçait son côté un peu bas du front, un peu regard qui porte pas très loin. Ce côté bourrin de base, quoi. Ensuite, une fois qu'on avait déterminé le premier personnage, par exemple le ranger, on l'a designé, on a pris en compte tous ses paramètres, on a trouvé un personnage qui nous plaisait, qui plaisait à Marion. Ensuite, il fallait décliner les autres personnages en référence à la BD, mais aussi en référence à ce personnage-là, parce qu'il fallait une cohérence entre les personnages de la série entre eux. Ça, c'était très important qu'ils ne fassent pas partie d'univers différents. Donc, une fois qu'on a posé le premier personnage et son style, et bien ensuite, derrière, on reste cohérent à ce style. Ça devient le style de la série d'animation, en fait. Ensuite, sur les couleurs, il y a un parti pris un peu brossé, un peu peint, pour retrouver aussi l'idée de ces figurines peintes qu'on utilise pour les jeux de rôle et les jeux de plateau. Après les personnages, c'est peut-être l'élément le plus important de la série. Déjà, c'est le titre. Ensuite, il passe une bonne trentaine d'épisodes dedans, voire plus. C'était important de trouver une bonne forme, un beau design. On est parti du principe que le donjon, ça devait être assez impressionnant, c'est quelque chose de grand. On voulait pouvoir avoir une multitude de couloirs. On avait envie d'aérer un petit peu pour ne pas avoir un sentiment d'oppression et de claustrophobie dans des petits couloirs. Donc on avait envie d'un peu d'espace. Donc il fallait une forme massive, quelque chose d'assez impressionnant. On est parti d'une forme lourde, solide, mais on savait aussi que ça devait être un donjon pourri, comme le dit le nain dans le premier épisode, et un donjon de niveau 1 surtout. Donc on a créé un donjon complètement bancal, qui tombe en ruine. Et du coup, tout est un peu bancal, tout est un peu cassé, tout est rafistolé par les monstres qui travaillent dans ce donjon. Pour rester cohérent avec l'univers, il fallait quand même structurer le donjon, parce que c'est quand même quelque chose qui existe à la base. Dans la tête de John Lang et dans tout ce qu'il a développé derrière. Après, il ne fallait pas non plus être trop contraint, parce que sinon, à l'écriture, c'est un peu compliqué. Alors, on a défini déjà quels étaient les lieux les plus emblématiques du donjon, et on les a placés dans la silhouette. L'auberge, par exemple, l'étage de Zangdar, l'étage maudit, la plateforme du dirigeable. Tout ça, c'est des choses qui vont structurer un peu toute l'histoire au fil de la série. Mais par contre, on a pris des libertés avec l'agencement des salles au sein même des niveaux, puisque les salles importantes de la série sont toujours là, mais évidemment, après, on s'est amusé à les perdre un peu dans les couloirs, dans les escaliers, il y a des monts de charge. Voilà, c'est un peu plus labyrinthique. Il est bizarre ce piège quand même. C'est parce que c'est pas un piège, c'est un monde charge. Quoi? Un monde charge? Eh merde! C'est quoi un monde charge?